Bonjour à tous, alors j'avais envie de revenir sur ce sujet de cache investigation sur McKinsey. Donc dans toute la vidéo, vous aurez les sources tout en haut, là, les URL, j'espère que vous les verrez, qui apparaîtront pour pouvoir faire vos recherches. Je vais juste me contenter de vous indiquer les sources que j'ai depuis longtemps et vous guider, j'espère, dans la bonne direction. Après, à vous si vous voulez d'approfondir. Donc, moi, mon axe, au-delà de McKinsey et EM, on va appeler notre président comme ça tout au long de la vidéo, EM, mon axe sera celui-ci. Vous voyez le titre de l'article là, en haut? EM sous influence de la CI. C'est ça mon axe. C'est savoir si finalement, derrière toutes ces sociétés privées, il n'y aurait pas la CI. Alors, en France, McKinsey s'est implanté très tôt. Ici, on a cet article qui nous dit que l'implantation de McKinsey date de 1964 en France et plus précoce que celle de ses principaux concurrents, ce qui est très favorable au cabinet à ses débuts. En effet, Georges Pompidou et sa femme Claude Pompidou sont très américanophiles, et de 1969 à 1974, le temps de la présidence Pompidou, les consultants américains sont donc à la mode dans les grands groupes publics. Dans le documentaire de Cache Investigation, vérifié, mais je crois qu'il est dit que une des premières missions d'importantes date de 1969, et j'ai fait un petit peu de recherche, c'était notamment pour moderniser l'économie principalement, et faire passer la France d'un pays majoritairement rural à industriel, etc. Alors, 1969, je vais être obligé d'utiliser des raccourcis dans cette vidéo parce que je vais partir sur des postulats de base, on parle de tout ça depuis longtemps, je vous laisse aller vérifier. Ce que je vais affirmer et pour lesquels je ne montrerai pas la source, c'est connu de fait public, enfin je vous laisserai aller vérifier. Donc, 1969, De Gaulle était parti de la présidence suite au référendum, et puis il est décédé pas longtemps après. Et à ce propos, il faudrait se souvenir de ce que nous disait l'historien Guillemin, Henri Guillemin je crois, qui disait « Moi je pense que l'un des motifs pour lesquels on a fait partir De Gaulle, qu'il était devenu indésirable, c'est qu'il n'était pas favorable aux intérêts des grandes banques, et on pourrait rajouter, n'était pas favorable aux intérêts américains. » Ok. Et là, 1969, ils n'ont pas attendu longtemps, Pompidou, qui est un ancien banquier Rothschild, c'est le point commun qu'il a avec EM, mais ça, on le sait maintenant, il s'est empressé de donner des missions à McKinsey dès 1969. Donc, c'est un petit indice. Et on peut déjà faire un lien entre certains présidents français, anciens Rothschild, et qui embauchent des consultants McKinsey. Ok? C'est le point commun entre Pompidou et EM. Vous êtes d'accord? On continue. Donc ici, dans cet article, EM sous influence de la CI. Donc, Julian Assange avait révélé en 2012 que la CI avait demandé à la NSA de suivre de près la campagne présidentielle française. Le futur ministre de l'économie apparaît dans un courriel de Hillary Clinton en 2012. Alors banquier, il est déjà qualifié de futur haut fonctionnaire au ministère de l'économie, ce qui pourrait signifier ministre. On va regarder le document juste après. Et donc la question qui se pose, c'est comment un simple banquier d'affaires français, alors inconnu, parce qu'il y en a plein des banquiers d'affaires, peut-il intéresser le secrétaire d'État américain? Alors oui, vous connaissez Attali, tout ça, mais c'est pas la seule raison. Donc ici, on a une source pour Assange. La CI avait bien espionné les présidents français et les gens les plus prometteurs en 2012. Alors ici, on a la source Wikileaks. Donc, le mail était de Jake Sullivan à Hillary Clinton, le 10 mai 2012. Ça a été déclassifié en 2015. Le sujet, c'était la team Hollande. Donc il faut une petite présentation de
tous les membres de l'équipe, et ce qui nous intéresse, c'est EM, vice-secrétaire général, né en 1977, Macron, et pour l'instant un banquier dans les fusions-acquisitions à Rothschild à Paris. Aussi un gradué de l'ENA, il a auparavant travaillé à l'inspection générale des finances et devrait normalement aussi servir en premier lieu au ministère des Finances. Pardon, je galère un petit peu. Donc vous voyez, on avait un grand intérêt de l'équipe de Hillary Clinton pour Macron, etc. On avance. Quelles sont les sources qui existent entre des liens? Parce que, bien sûr, il y a plein de choses qui ne sont pas montrées, pour lesquelles on n'aura pas de source. Donc on va essayer de trouver des sources officielles qui nous disent qu'il peut y avoir un lien entre McKinsey et la CI, ou aussi Stratfor, etc. On y viendra. Donc ici, une source Wikileaks qui date de 2010. Possible New Business, McKinsey. Donc, de nouvelles affaires possibles. Hein. Donc, le mail est envoyé de Anya Alfano, qui travaille à Stratfor, à M. Friedman, qui a été le directeur de Stratfor. Donc Stratfor, rapidement, c'est considéré comme une CI, voilà, une CI privée. C'est-à-dire c'est une société, mais qui fait le boulot de la CI. Ok, pardon. Donc, le mail dit, alors, Beth et Meredith, Tim Dawes à McKinsey nous a contactés plus tôt ce jour, nous demandant de monitorer la situation, la sécurité au Yémen, plus un briefing d'une fois par semaine. Donc le projet inclurait des emails quotidiens, des digests de tout ce qui se passe, etc. Ok, donc on s'en fout, mais ça veut dire déjà qu'il y a aussi un lien existant entre McKinsey et Stratfor. Tout ça, ça peut nous faire rapprocher de la CI. J'ai l'air un peu con à donner des abréviations comme ça, mais vous savez pourquoi, depuis le temps. Ici, une autre source. McKinsey empoche 10 millions de dollars grâce à la CI. Selon le Washington Post, qui n'est pas vraiment complotiste, on peut dire. McKinsey a été mandaté par le directeur de la CIA, John O'Brien, pour réorganiser l'agence américaine de renseignement. La restructuration décidée en début d'année devrait être une des plus importantes que... Donc, vous voyez, la CI, ils externalisent même leur restructuration. Donc, ils doivent avoir confiance quand même. Je pense, dans McKinsey, ils doivent avoir une grande confiance pour confier ça à McKinsey quand même. Ici, une autre source. McKinsey, une ancienne de la CI, arrive à la gestion des risques. Dawn Scalici, que voici, a pris en février les fonctions de directrice des audits, Head of Diligence chez McKinsey, un poste au périmètre global logé au sein des départements de risque de la firme. L'ancienne de la CI, pendant 33 ans, 33, c'est intéressant ça, veillera tout particulièrement sur les marchés émergents et les missions complexes. Ok, donc, et voilà les liens. Ici, David McCloskey explore le monde de l'espionnage. Donc ça, c'est celui qui a écrit l'article. Dans une conversation à propos de son premier roman, un ancien analyste de la CI et un employé de McKinsey discute de son processus d'écriture, ses expériences de travail, etc. Donc, David McCloskey, un ancien consultant McKinsey, parle de ses expériences comme analyste à la CI à l'époque du printemps arabe. Donc, voilà un autre lien entre la CI et McKinsey. Ici aussi une autre source. C'est la même source. Enfin, ça parle du même fait que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire la restructuration de la CI par McKinsey.
Est-ce que vous vous souveniez que le gouvernement Jean Castex avait eu massivement recours au service de McKinsey pour élaborer la politique vaccinale contre la Coco-19 en France? Donc, notamment les enquêtes du parquet national financier qui sont en cours sont notamment à propos de ce sujet-là. Donc, là, ça commence à être grave ou préoccupant, c'est-à-dire commence à dicter les politiques vaccinales de pays. Mais de façon externalisée, hein. Ouh là là, on fait appel à une société privée. Comme ça, on déresponsabilise un peu le gouvernement. Ah ben non, mais c'est une société privée qui nous a donné des conseils, voilà. Mais vous avez vu comment il avait l'air de prendre ça très au sérieux. Il se sentait mal. Ouais, Blanquer dans le reportage là. Cache Investigation. Le mec est suffisamment possiblement en difficulté si il dévoile trop de choses ou s'il dit des conneries pour dire à l'équipe d'Élise Lucet: non, non, je vais prendre votre interview, mais là, derrière le mur, et je veux pas apparaître dans le champ de la caméra. Putain, un ancien ministre, quoi. Alors, je sais pas s'il a des devoirs en tant qu'ancien ministre pour répondre à des caméras de... Alors là, du coup, c'est pas France Télévisions, c'est Cache Investigation, mais... je sais pas. T'es ancien ministre et tu te caches comme un enfant. D'accord, très bien. À mon avis, il doit avoir signé des... je sais pas, des accords de confidentialité, ou des choses à l'époque. À mon avis, il a des choses à se reprocher, bref. Il veut pas qu'on voit sur ses lèvres, sur une bande vidéo, qu'il est en train de parler de ça. Hein, c'est pour ça qu'on a que l'audio, donc juridiquement, peut-être qu'il sait bien qu'on peut pas dire « Ah, on est sûr que c'est lui qui a dit ça ». Enfin, ça n'augure pas de choses très... ou d'intentions très honnêtes, je trouve. Bref, c'est mon opinion. Donc ici, une autre source, hein, de la Tribune diplomatique internationale. Comment la CI... Comme la CI... Macron a adopté le cabinet McKinsey. Donc, il y a pas mal de sources dedans. Hein. Je vous laisserai lire tout ça. Ça nous parle aussi de l'ascension de EM. Et des gens assez bizarres... qui l'ont soutenu, enfin qui étaient dans l'ombre, mais qui étaient très puissants, qui l'ont soutenu jusqu'à sa présidence. Donc oui, on nous rappelle ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, en 2012, la CI avait demandé à la NSA de suivre de près la campagne présidentielle française. Pierre Jouyet, qui a pris EM sous son aile à la sortie de l'ENA, est membre de... Alors je vous rappelle, hein, selon certaines sources, c'est la seule année, je crois, pendant laquelle à l'ENA, il y a eu une sorte de putsch, une petite manifestation, ce qui a fait que l'ENA a dû annuler les classements cette année-là, juste cette année-là. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde en sortant était au même niveau. Donc, EM a pu choisir l'inspection générale des finances, peu importe son niveau, j'ai envie de dire. Ça permet d'accélérer les choses. Bref. Donc, Pierre Jouyet est membre de l'Institut américain Aspen. Sa division Aspen France propose un cycle de programmes dit « Leader politique d'avenir », dont font partie Vauquier, Gage, Ferrand, Duflo, Vallaud-Belkacem, etc. EM est l'aboutissement du programme de Pierre Jouyet qui a créé le groupe de réflexion Les GRAC, composé de grands patrons et hauts fonctionnaires qui militent pour une alliance gauche-droite, etc. En 2008, Jacques Attali et Serge Weinberg présentent EM à François-Henri bras droit de David de Rothschild, ami et mentor de George Soros et membre de la French American Foundation. Ok. Je vous laisserai lire la suite de l'article. On va passer à Stratfor. Donc Stratfor, voilà un visuel, un document d'eux. Il se surnomme quand même Global Intelligence. Ok, donc on dit souvent que Stratfor, ici une source du courrier international, Wikileaks en tout cas présentait Stratfor comme une CI privée, une société opaque qui draine des informations au plus haut niveau du pouvoir un peu partout dans le monde. Alors, ici j'ai traduit cette source qui est en anglais à la base sur Wikileaks. Donc, un lien entre certains services de l'intelligence et Stratfor. On a notamment Fred Burton, vice-président de Stratfor, pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité d'entreprise,
qui est un ancien chef adjoint de la division antiterroriste du département d'État pour le service de sécurité diplomatique. Et vous allez voir que, bizarrement, le mec était au courant avant tout le monde de ce qui allait arriver à Assange, et il envoyait même des notes en disant au gouvernement ce qu'il fallait faire concernant Julian Assange, quoi, une fois qu'il avait été pris la main dans le pot de confiture. Hein. Burton déclarait « Il est également essentiel de débusquer les complices de Julian Assange, découvrir quels autres voyous mécontents se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de la tente. Saisissez-vous de tout ce que lui et sa famille possèdent, y compris toutes les personnes liées à Wikileaks. » Dixit, ce mec hein, qui travaille dans une société privée. La stratégie de Burton était de bankrupter, donc la banqueroute, bankrupter le trou du cul en premier, puis ruiner sa vie. Donnez-lui 7 à 12 ans pour complot. Donc le mec décide de ce qu'il faut faire à son sujet, quoi. Je vous laisserai lire cet article, peut-être traduire en français. Vous avez la source, hein, ici en haut. Donc, je vous parlais de George Friedman. Tout à l'heure, il y avait un mail avec en copie Friedman, qui était l'ancien directeur de Stratfor, qui est né en Hongrie, hein, comme un certain Soros. Alors, vous allez me dire, il y a plein de gens qui naissent en Hongrie, oui. Mais il y a ce type de Hongrois qui est très pro-américain, on va dire. Donc, il a eu des liens avec sa société, en tout cas, avec le Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe, la United States Army War College, la United States Army War College, ok, et la Rand Corporation, dont Anthony Cyril Sutton disait que c'était une seconde CI, une CI privée, un peu comme Stratfor, hein, c'est pareil tout ça. Donc, là, ça va être difficile d'avoir des sources, mais est-ce qu'on peut pas se dire, ça fait partie des sociétés privées que la CI et d'autres services d'intelligence utilisent pour qu'on ne puisse, enfin utilise ou même finance. Ah bah, on sait bien que la CI possède des centaines de sociétés, y compris dans les paradis fiscaux, etc. Ça sert de paravent, et ça les protège un petit peu, comme ça on peut pas dire « Ah oui, mais là, c'est la CI qui a commandité telle étude, donc derrière c'est le gouvernement américain, donc va y avoir un incident diplomatique. » Bah non, là, ce sont des sociétés privées qui le font, donc c'est moins grave. Ouais, c'est peut-être ça. Donc il a fondé Stratfor, Friedman, en 96. Ici, on a une source qui nous dit que Friedman, directeur de Stratfor à l'époque, est au CFR de Chicago, Council on Foreign Relations, et il explique comment Washington peut conserver sa domination sur la planète. Voilà. George Friedman, directeur de la Société de renseignement et d'analyse Stratfor, dite la CI de l'ombre, le Council on Foreign Relations. Il explique comment Washington peut conserver sa domination sur la planète. Il identifie également les ennemis potentiels des USA. Ici, on a une source qui nous dit... qui nous parle de Stratfor, hein, et peut-être aussi de McKinsey, parce qu'il utilise le titre McStrategy. Donc, en sous-titre, il nous dit « George Friedman a construit une sorte de CI sous base d'abonnement et privé. » Mais est-ce que leur intention est bonne? Donc ici, il nous redit ce service privé exclusif d'intelligence service, dont la plupart des membres sont des ex-analystes de la CI. Voilà, je vous laisserai lire cet article en anglais ou le traduire en français. Ici, on est sur le site de la Rand Corporation, avec toute une section sur Intelligence Collections, donc les services d'espionnage, etc. Donc, ma conclusion de cette vidéo, c'est
il faudrait qu'on puisse tous investiguer à partir de ces quelques pistes sur les liens entre McKinsey, Stratfor, Rand Corporation, la CI, et la présidence de certains pays. Et est-ce que EM a été mis là par la CI ou par les intérêts américains? Hein, ce serait gravissime, bien évidemment. Enfin, ça voudrait en dire long. Mais c'est quand même ça le principal risque. Moi, c'est ce que je me demande depuis des années. Je me demandais même ça déjà sur Sarko. Ça a été le premier à être ouvertement fan des États-Unis, des Anglo-Saxons, à essayer de les imiter, les singer, à se coller à leur politique, notamment pour aller bombarder Kadhafi, etc., après avoir accepté son argent. Ça a été le début de la fin pour moi à l'époque. Et j'ai envie de dire, quand est-ce qu'il y aura une enquête sur les 150, je crois, tonnes d'or qui appartenaient à la France? Donc c'était une fraction de ce qu'on avait, hein. On avait 2000 ou 3000 tonnes, mais que sont devenues ces 150 tonnes d'or? Il faudrait demander aussi à l'ancien président de la Banque de France, où est-ce que ça a disparu? Et comme on sait que beaucoup des stocks, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont gardés à Fort Knox ou je sais plus où aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a foutu de ces stocks d'or? Parce que sur le papier, on dit ah bah la France a 2000 ou 3000 tonnes, l'Allemagne 1500, je sais pas quoi. Oui, mais où est cet or, physiquement? Vous voyez? Donc, bref, tout ça pour dire que déjà, pour Sarko, j'avais des soupçons qu'ils fussent là pour des intérêts américains. Mais EM, j'ai encore plus de doutes. Et quand on voit, à travers des sources qui existent, hein, quand on voit quelles sont toutes les coïncidences, quels sont les liens entre toutes ces firmes, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Hein. Et encore une fois, quelle a été la première... comment ils appellent ça? Une disruption, vous savez? Politique un peu violente comme ça, un peu brutale, de changement. Bah, Georges Pompidou, juste après le départ de De Gaulle, eh ben, il fait appel à McKinsey, comme par hasard, et c'est un ancien Rothschild. Et EM nous fait exactement le même schéma, je veux dire. C'est pas... On a le droit de se poser ces questions-là. C'est quand même louche à ce niveau-là. C'est pas... On n'est pas conspirationniste parce qu'on se pose ces questions, qui sont légitimes. Hein, comment un ancien banquier arrive très rapidement au plus haut niveau de l'État, alors que il y a des politiques qui sont passés par toutes les étapes, on va dire plus ou moins standards, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, qui ont commencé maire, ensuite député, sénateur, puis ministre, puis... Voilà, il y en a qui mettent 30 ou 40 ans, et encore, ils sont pas garantis d'arriver là. Et on a des anciens banquiers qui arrivent directement au plus haut niveau. Donc, par qui a-t-il été aidé? C'est ça qu'on peut se demander. Ok? Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.